Daniel Durieux, bonjour. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es le directeur de site des moulinages Verned. C'est ça. Est-ce que tu peux en quelques mots d'abord nous rappeler ce que sont les moulinages Verned? C'est une entreprise familiale très très ancienne. C'est ça. Alors, le moulinage, le métier de moulinier, donc c'est le métier de préparer le fil. Donc c'est essentiellement de la préparation, du dévidage, de l'assemblage et du retordage de fil. Et le nom Verned, c'est le nom de la famille Verned qui a créé ce moulinage en 1854. Donc on a fêté les 170 ans de l'entreprise l'année dernière. Et c'est un métier qui en France commence à malheureusement un peu disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est un métier en voie de disparition. Il y a dans le bassin lyonnais, il y avait une centaine de moulinages au début des années 1900 et maintenant on doit être que quelques-uns encore à persister et on doit être rare à travailler du fil de soie. D'où l'importance, on va le voir, du côté savoir technique, transmission et puis on le rappelle évidemment dans le textile, alors pour ceux qui connaissent, c'est évident, ceux qui connaissent moins, c'est que le travail du fil, il est essentiel, c'est le point de départ un peu de tout ce qui se passe derrière. C'est un peu comme en cuisine. C'est ça. Plus tu as des bons ingrédients, plus après tu peux faire quelque chose. Exactement, le travail du fil, donc nous on est le premier maillon vraiment avant la phase de tissage. On dit on est les enfants pauvres du textile, parce que bien souvent on parle beaucoup des tissages et des tisseurs, mais très peu des mouliniers, qui sont une étape essentielle avant la phase de tissage. Eh ben, tu vois, c'est bien de pouvoir le rappeler aujourd'hui. Alors, tu es directeur de site et tu fais un peu tout en vrai. Tu es aussi notamment beaucoup en charge de toute la dimension ressources humaines, recrutement, etc. Quels sont les enjeux pour toi aujourd'hui dans ton métier, ta conception aujourd'hui de ce que sont les ressources humaines dans ton activité? Pour nous, les enjeux du métier, surtout dans le métier de moulinage, comme c'est un métier en voie de disparition, il ne s'apprend plus. Je pense que dans les métiers ou dans les écoles de textile, on doit apprendre effectivement le retordage de fil, mais la façon dont les retors, le métier, la technique, vraiment la partie T1, manipulation du fil, je pense que clairement ça ne s'apprend plus. Donc c'est-à-dire que pour nous, l'enjeu, c'est de remplacer les personnes qui partent en retraite. Maintenant, malheureusement, le métier, c'est du consommable. Des gens qui restent 40 ans dans une entreprise, je pense qu'il n'y en aura plus. Chez nous, il en reste également de moins en moins. Mais ceux qui restent encore, faut qu'on puisse conserver et surtout transmettre un maximum de techniques et de compétences et de connaissances, surtout dans le fil. Alors c'est un peu un point commun que tu as peut-être avec d'autres collègues dans cette filière, c'est qu'il y a à la fois une dimension de l'intergénérationnel, c'est-à-dire que comment on fait à la fois cohabiter des gens qui ont 40 ans de métier, puis des plus jeunes qui arrivent, et puis cette dimension aussi du turnover, comment est-ce qu'on fidélise un peu les gens qui sont là? C'est ça. Alors le turnover, effectivement, c'est un sujet, je pense que toutes les sociétés ont aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le boulot devient consommable. Donc les turnovers peuvent être assez importants. Nous, l'idée, c'est de fidéliser, on va dire, la clientèle par une méthode innovante sur l'intégration et la transmission du savoir. On est également dans un métier de niche. On travaille, il faut le rappeler, pour le milieu du luxe quand même. Donc c'est quand même, on va dire, une importance dans notre métier d'être un acteur majoritaire pour des grandes maisons françaises. Donc voilà, je pense qu'effectivement... Mais ça aide un peu, les gens sont plutôt fiers aussi que le point de départ, ce qu'ils ont fabriqué, se retrouve y compris dans l'industrie du luxe, peut-être parfois à la télévision, etc. C'est ça. Nous, dans notre entreprise, on va dire, on transforme du fil, donc on produit vulgairement que des bobines, mais derrière, quand on voit ce que ça peut rendre sur un produit fini, dont la base de la préparation est faite chez nous, c'est plutôt gratifiant. Exactement. Alors on va parler évidemment dans ce podcast d'innovation et notamment d'innovation managériale. Ça tombe bien parce que alors, tu ne venais pas, toi, du textile, mais tu étais dans l'industrie automobile et tu as passé de longues années dans la R&D. Donc, pour toi, l'innovation, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est aussi important que ça, y compris dans le textile notamment? L'innovation, en termes généraux, c'est quelque chose de nouveau. On va le tester, on va essayer. Ça marche pas. Ça marche, on développe parce que c'est pas exactement ce qu'on attendait. On a pu transversaliser ça chez Verned, notamment sur la partie managériale et surtout intégration des nouveaux salariés sur la partie transmission du savoir. Comme je le disais tout à l'heure, nous on a un savoir qui est important à transmettre et à fidéliser sans en oublier les principales caractéristiques. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une nouvelle façon de former les gens dans notre société, autre que le bouche à oreille, de façon à pérenniser et à optimiser cette transmission de savoir. Et cette créativité, cette innovation, dans le textile, dans un métier qui est assez chahuté ou assez concurrentiel, c'est encore plus important. C'est-à-dire que sans cesse, il faut se renouveler et pérenniser, sinon on a l'impression qu'on va disparaître un peu. C'est ça, il faut sans cesse se pérenniser, se renouveler, mais surtout garder les compétences. Parce que l'aspect formation, ça a un coût notamment temporel. On
capitalise quelque part sur les nouveaux salariés. Et cette temporalité, faut qu'on puisse l'optimiser en termes de montée en compétences. Jusqu'à présent, voilà, les plans de formation chez nous n'existaient pas. Hein. La formation se faisait par transmission de bouche à oreille sur machine, hein, pour vraiment montrer le savoir ou montrer la gestuelle. L'idée, ça a été de formaliser ça. C'est ça, justement. Cette innovation, en fait, pour qu'on comprenne bien le point de départ, c'est que tu l'évoquais, l'enjeu, c'est transmettre le savoir-faire. Et en même temps, il n'y a pas forcément ni d'école pour ça. Et c'est quand même très particulier, hein, ce que tu appelles le contact avec le fil. En fait, c'est l'essentiel de l'activité, c'est la manière dont on tire le fil de fabrique. Pour ceux qui ne savent pas, raconte-nous un peu ce que c'est. C'est presque, c'est très physique, très tactile, très sensoriel. Ça. En fait, notre métier ne s'apprend pas dans une salle de formation en regardant un peu PowerPoint, hein, comme on peut avoir l'idée du mot formation au sens large du terme. Nous, voilà, ça se fait vraiment sur le terrain. Surtout, ça se fait avec la sensibilité, vraiment le toucher du fil. Le fil de soie, voilà, ça a quasiment la taille d'un cheveu, hein, donc c'est vraiment très très fin. La technique, la gestuelle est propre à chacun. Hein. On a des droitiers, on a des gauchers, donc forcément la technique de prendre le fil, de le passer dans divers éléments de la machine peut se faire différemment. Donc l'idée pour transmettre ce savoir d'une façon optimale, c'est d'enseigner les basiques avec un formateur qui est généralement les responsables de secteur chez nous. Parce qu'il faut combien de temps pour apprendre à bien maîtriser ce travail avec le fil en vrai? Alors, on va dire, pour apprendre les bases, il faut 2 à 3 semaines. Voilà, ça c'est vraiment la gestuelle basique. Avant de ne pas casser le fil. Exactement. Après, tout ce qui est qualitatif, parce que voilà, on travaille comme dans le luxe, donc forcément, on a des critères qualitatifs qui sont extrêmement élevés. C'est pareil, ça rentre dans les 2 à 3 semaines. Par contre, après, pour vraiment s'approprier le geste et trouver, on va dire, le petit plus qui va permettre qu'on va être efficace et productif, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, l'idée, c'était de réduire ce plusieurs mois à quelques semaines. Pour le rendre plus facilement à la fois mesurable, etc. Donc l'innovation, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as souhaité, avec un certain nombre de personnes, l'entreprise, c'est quoi? C'est une cinquantaine de collaborateurs. C'est ça, on a une cinquantaine de salariés. Il y a une vingtaine de personnes qui sont directement concernées par ce travail sur le fil. Et parmi ces 20, il y en a 10 d'entre eux qui ont été un peu choisis, préparés, etc., pour être ceux qui sont capables de transmettre au nouveau, c'est ça l'idée? Exactement, ouais. Donc en fait, l'idée, c'est que en partant de la partie transmission basique, formalisation des basiques qualité et gestuelle, l'idée, c'est que le nouveau salarié se dirige vers un autre salarié qui a les compétences techniques et du savoir-faire pour pouvoir transmettre ça au nouvel arrivant, et que le nouvel arrivant choisisse, on va dire, son formateur. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'en fait, tu as inversé la dynamique, et il y a une dimension aussi de feeling. Alors tu le disais, entre le gaucher, le droitier, peut-être des choses de génération. C'est celui qui arrive qui dit tiens, j'ai envie d'apprendre avec un tel parce que je sens qu'il va pouvoir... C'est ça. Si nous, les basiques du savoir-faire sont identiques, après la finalité ou le cheminement, la progression dans telle ou telle gestuelle est vraiment propre à chacun, et le nouvel arrivant peut se diriger en ayant fait le tour des salariés dans ces 15 premiers jours de formation, dire moi je préfère me former avec telle ou telle personne parce qu'au niveau des gestes, au niveau de la pratique, au niveau de la sensibilité avec le fil, il y a une meilleure adéquation sur sa façon de progresser dans l'entreprise. Donc chacun est un peu préparé. Ceux qui vont transmettre, on leur a donné une espèce de grille un peu pour essayer de suivre des étapes un peu précises, parce que c'est pas forcément facile de transmettre. Et ceux qui arrivent pour apprendre le métier, ils ont une formation basique, et après ils ont quelques semaines comme ça en binôme en fait, tout le temps dans l'atelier. Ils ont 2 à 3 semaines donc en binôme avec le salarié qui a été choisi par le nouvel arrivant. Et donc le salarié qui va former le nouvel arrivant a une grille de suivi, d'évaluation sur des critères qui sont mesurables pour pouvoir monter en compétence le nouvel arrivant, et également suivre sa montée en compétence. Donc il y a plusieurs items qui sont très larges. Ça concerne la sécurité, la qualité, tout ce qui est la productivité. Il y a le savoir-être aussi, la minutie, le travail en équipe. Tout ça, c'est pris en compte pendant la période de formation. Et toi, du coup, est-ce que tu suis ça, ou tu as quelqu'un qui supervise spécialement, ou tu t'intéresses un peu à chaque binôme, tu les suis pour voir comment ils avancent? Alors, moi, je m'intéresse à chaque binôme parce qu'à chaque fin de semaine, on fait un point très, très formel par rapport justement à la grille d'évaluation et de suivi qui a été mis en place. Donc, on fait un point avec la personne qui forme, le nouvel arrivant et moi-même, justement, pour voir un peu où la personne se situe et les difficultés éventuellement s'il y en a qui peut rencontrer
au sein de sa formation. Et du coup, est-ce que les binômes, parce que parfois ça match, et est-ce que ça arrive que finalement ce soit pas ça et puis qu'ils puissent recommencer, ou une fois qu'ils sont lancés, il faut quand même qu'ils essayent de terminer le truc? Non, l'avantage c'est que comme on a un vivier d'une dizaine de personnes capables de transmettre et que ça se fait, on va dire, au feeling, l'avantage c'est que si au bout de 2-3 jours, le nouvel arrivant s'aperçoit que ça fait pas, on peut se diriger vers d'autres personnes. Donc on va dire, on n'est pas fermé à un seul formateur sur l'atelier, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les autres salariés sont également motivés pour transmettre leur savoir et apporter, on va dire, leur valeur ajoutée aux nouveaux salariés qui débutent dans l'entreprise. Et ça vient un peu une compète entre ceux qui veulent transmettre pour dire regarde, moi je sais faire ça et tout. Ils peuvent jouer sur leur façon de faire, dire moi j'ai formé une aide de personnes, j'ai une meilleure façon de faire que toi. Donc non, mais après les critères sont quand même renseignés, et donc malgré la façon de faire ou le cheminement, il y a quand même un suivi, parce que c'est important. Tu as mis ça en place il y a un peu plus d'1 an, donc tu as à la fois un peu de recul et pas beaucoup, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des freins ou des réticences, ou tout de suite les gens ont plongé dans le truc? Et comment est-ce que tu arrives à évaluer que ça fonctionne un peu mieux qu'avant? Tu me disais, tu as gagné en rapidité, un peu d'efficacité, mais comment est-ce que tu mesures dans le climat social que peut-être ça va mieux, que les gens sont contents, etc. Déjà au début, les freins, c'était un peu le doute. Les gens disaient, mais d'habitude, on fait pas comme ça, on a des formateurs qui sont attitrés, mais je comprends pas, tout le monde peut pas former. Mais en fait, si, tout le monde peut former. Dès l'instant où on a les connaissances et les compétences, chaque personne peut transmettre ce savoir au nouvel arrivant. Ensuite, le mesurer, on a des grilles de formation, d'évaluation, donc ça c'est facile, mais on a également des gens qui se sont proposés, qui n'étaient pas forcément formateurs avant, et qui se sont proposés de dire moi je veux bien, s'il y a un nouvel arrivant, je veux bien m'en occuper, je veux bien qu'il passe quelques jours avec moi. Donc il y a une motivation, une implication aussi des salariés, et également des gens qui sont arrivés depuis un peu plus d'1 an dans la société, qui sont rapidement montés en compétences. Il n'y a pas que les anciens qui veulent transmettre, il y a aussi quelques nouveaux. Effectivement, il y a quelques nouveaux, et on a des évolutions effectivement dans les compétences très variées avant qu'on mette en place ces formations, et maintenant on a plutôt une pérennité, on va dire, une régularité dans la formation des nouveaux arrivants. Donc ça, c'est plutôt très positif. Alors ce qui est intéressant, c'est vrai que pour tout métier manuel, on se doute que parfois il y a des anciens, etc., qui transmettent. Là, l'innovation, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que ça t'a permis à la fois, j'allais dire, d'optimiser quelque part le process en l'inscrivant vraiment dans un cadre, peut-être d'accélérer un peu ce fameux temps où on s'aperçoit que la personne est formée, et puis surtout d'inverser la logique de c'est celui qui est formé qui va chercher. C'est un peu ça les 3 éléments qui te semblaient importants et qui sont un peu nouveaux d'ailleurs. Tout à fait. L'élément le plus important, c'était surtout lors de la création du plan de formation lui-même. On a capitalisé sur les connaissances effectivement des anciennes, qui ont été confortées par l'expérience du coup des nouveaux ou des très récents dans l'entreprise. Et l'efficacité effectivement est mesurée en nombre de semaines, parce que avant on passait de 3 à 6 mois avant d'être pleinement on va dire opérationnel, à maintenant à quelques semaines. Donc effectivement, c'est très positif, et ça peut se développer après sur l'ensemble de la société. Donc. Tu disais les anciennes, c'est-à-dire que c'est un travail qui est un peu plus féminin? Alors oui, c'est un travail qui est un peu plus féminin dans l'industrie. Exactement, parce qu'on a une majorité de femmes effectivement dans notre entreprise. Ouais. On est là pour essayer de partager, de transmettre avec tes pairs, et ceux qui nous regardent et qui auraient envie de s'inspirer. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Tu te dis, tiens, si vous voulez essayer quelque chose comme ça, voilà moi ce que je pourrais vous conseiller, ou d'être attentif à ce point-là en particulier. Déjà, ce que j'ai retenu, c'est que comme je disais, l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, ça marche ou ça marche pas. Faut pas avoir peur de l'innovation. Faut pas avoir peur de l'innovation, faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus, des formations qui existent maintenant. On a beaucoup de supports où on peut se former à la maison, on peut se former dans une entreprise, dans une salle. Je pense que tous les métiers où on a du terrain, où c'est très manuel, où c'est très spécifique aussi, faut pas avoir peur de faire appel à plusieurs salariés de l'entreprise, pas forcément à une personne qui a été attitrée formateur, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont les mêmes compétences, qui vont pas forcément former de la même façon, qui vont pas forcément avoir la même pédagogie. Donc le nouveau salarié va pas forcément avoir le même feeling avec telle ou telle personne. Et je pense que c'est intéressant justement d'ouvrir ce panel au nouvel arrivant pour lui permettre de choisir son formateur. Ouais, c'est une sorte d'espace un peu de liberté qu'on propose. Exactement.
Et pour finir cet entretien, se dire que, bon, on sait que les RH, le textile, tout ça, on est dans un univers compliqué, concurrentiel, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui te donne, toi, espoir? Qu'est-ce qui te donne toujours cette dimension un peu positive sur justement les ressources humaines, les talents? Comment est-ce que tu regardes l'avenir en te disant, bon, ça, au moins, ça nous donne un peu d'espérance? Nous, on a un métier en voie de disparition. Hein. Le moulinage, comme j'ai dit, on est un des derniers en France, ou plutôt un des rares à travailler à la soie. Donc, je pense qu'on a encore de belles années devant nous, parce que le fil de soie, en fait, est tellement fin, c'est tellement sensitif que pour l'instant, il n'y a aucune machine qui va remplacer le travail qu'on fait chez nous, le travail qu'on fait dans notre usine. Donc il y a certaines tâches qu'on peut effectivement optimiser, on peut gagner de la productivité avec des nouvelles machines, mais le fait du toucher de la soie, de la dépose de la soie, des diverses opérations qu'on fait chez nous, pour l'instant, on ne sera jamais remplacé voilà, par de l'IA ou par une machine, par un robot ou ce genre de choses. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour les gens qui travaillent chez nous. Oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup Daniel d'être venu nous en parler. Et puis, Merci, bonne continuation à toi. Merci.